de vous retrouver sur le plateau de Lady vous écoute. Aujourd'hui, nous allons parler de la force du digital et de sa capacité à servir de levier dans beaucoup de domaines, en particulier dans l'agriculture. On serait étonné de comprendre que cela peut aider. Nous avons 3 invités avec lesquels nous allons voyager dans ce sujet. Merci de les recevoir avec nous. Monsieur Cadet Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome en agriculture et vous êtes président de la FADIA. Je vous laisse nous présenter cette association. Oui, merci beaucoup. Bien, la FADIA est une association qui a été créée en 1989, qui regroupe essentiellement des experts agricoles qui ont comme dénominateur commun de s'intéresser à trouver des nouvelles orientations ou de nouvelles, je dirais, présentation ou développement pour l'Afrique. Nous sommes spécialisés surtout au démarrage en faisant de l'agriculture et en partant surtout de la semence. Alors, nous reviendrons bien sur ces points-là, si vous le voulez bien. Voilà. Je voudrais présenter nos invités. Madame Agnès Fall, bonjour. Bonjour. Vous êtes de passage à Paris. Merci d'être venue nous voir. Vous venez du Sénégal, où vous êtes implantée. Vous êtes consultante experte en finances digitales et systèmes d'information. Merci de venir nous éclairer de ce que votre domaine, votre registre peut apporter à tout domaine, et en particulier l'agriculture, pas que. Merci d'être là. Avec plaisir. Et à vos côtés, roulement de tambour pour Madame Charlotte Dibock, que vous verrez souvent dans Lady vous écoute, je vais le croire, personne ressource à tout point de vue. Charlotte, vous êtes ingénieure en e-business et fondatrice d'Afrique Grenier du Monde. On va parler d'AGM, alors qu'est-ce que c'est? Alors tout simplement une initiative dédiée à la promotion de l'investissement dans le domaine agricole et agroalimentaire. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Afrique aujourd'hui est le continent agricole par excellence et malheureusement demeure le seul continent qui importe massivement ce qui est consommé justement par les populations. Donc voilà. Merci beaucoup Charlotte. Si vous venez de prendre l'émission en retard, ça n'est pas bien. Nous sommes là pour parler de choses qui vous ressemblent, qui vous rassemblent. Nous le disons souvent, Lady vous écoute depuis 2008. Aujourd'hui, nous intitulons notre sujet « Du vert jusqu'au bout des ongles » pour dire combien l'agriculture est l'or vert et peut vraiment aider à améliorer la condition financière de tous ceux qui s'y prêtent, les femmes notamment, les jeunes aussi. Alors, nous parlions de votre association. Vous avez ce processus que vous nous avez expliqué en préparant cette émission. Vous arrivez dans un pays avec, avec dans votre escarcelle de la semence pour que justement ceux qui sont dans l'agriculture puissent faire croître tout ce dont ils ont besoin et puis qu'ils soient autonomes. Et au milieu de tout cela, il faut bien qu'on s'associe. Vous parliez de coopératives bien plus que d'entreprises. Tout à fait. Nous, historiquement, nous sommes des personnes qui ont pris conscience en allant et en fréquentant l'Afrique très régulièrement par notre travail professionnel, que si on part du besoin essentiel aujourd'hui des pays africains, c'est en effet de partir de la plante pour arriver jusqu'au produit fini. Nous, on appelle ça de la plante à l'assiette. Et pour ce faire, nous sommes dit pendant plusieurs années, presque une trentaine d'années, nous avons créé une sorte de centre de semences qui au début était très axé sur 1 ou 2 plantes, et puis progressivement nous avons étendu de façon à pouvoir avoir toute une génétique qui nous appartient. Et cette génétique, on l'a construite avec l'Afrique. Et aujourd'hui, le but de l'opération est de proposer à un pays africain qui a perdu sa génétique, donc qui a perdu ses plantes de base, d'essayer de les retrouver. Et pour ce faire, pendant des années, nous avons croisé des variétés africaines avec des variétés européennes ou des variétés américaines. Et ces croisements, qui sont non OGM, qui sont naturels, nous ont permis d'avoir aujourd'hui plus de 3000 lignées différentes dans les grands domaines que vous connaissez, qui sont essentiellement toute la gamme des sorgho, la gamme des maïs, la gamme des tournesols et puis un petit peu de soja. Et à côté de ça, nous avons passé des accords avec une autre société qui est spécialisée dans les plants, de façon à pouvoir fabriquer et produire des plants en très grande quantité,
sous forme de laboratoire in vitro. Voilà. Alors, nous reviendrons dessus. Merci pour cette première présentation. Madame Fall, je présentais ce sujet comme celui où le numérique, le digital pourrait être un levier. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ce postulat? Si oui ou non, dites-nous pourquoi. Non, je suis tout à fait d'accord, parce qu'on se rend compte aujourd'hui, surtout dans l'agriculture africaine, qui reste traditionnelle, qui a un besoin de mettre en relation les différents acteurs de la chaîne de valeur. Donc, du petit agriculteur jusqu'à la distribution finale. Et avec le digital, cette mise en relation peut se faire à travers des plateformes. Et quand on voit le développement du téléphone aujourd'hui et l'utilisation qu'on peut faire du téléphone, donc à travers un téléphone, un petit agriculteur peut déjà être mis en relation avec des fournisseurs d'intrants, de semences, peut accéder à une base de données dans des langues locales qui donnent en fait des formations ou des indices, des échanges d'expériences sur certaines cultures. Il peut être mis en rapport aussi avec des fournisseurs qui vont acheter donc leur production et aussi avec des transformateurs, des sociétés de stockage, des sociétés de transport. Donc c'est tout un écosystème que le digital va permettre de mettre ensemble. Avez-vous fait le constat ou pas que sur le continent, justement, les populations ont saisi quelle est l'opportunité, quelle est la pertinence de l'outil qu'est le digital? Parce qu'en effet, tout le monde a un téléphone portable, mais est-ce que véritablement chacun a compris qu'on peut faire autre chose avec que de téléphoner et de regarder la vie des autres sous d'autres cieux qui réussit très bien? On voit aujourd'hui, en tout cas en Afrique, un gros développement, une grosse utilisation du téléphone, ce qu'on appelle le porte-monnaie électronique. Oui. Je ne vais pas citer d'opérateurs de télécommunications, mais il y a des émetteurs de monnaie électronique aussi qui mettent à disposition, donc sur le téléphone peut être considéré comme un porte-monnaie sur lequel on met de l'argent et avec lequel on peut faire des transactions. Donc on peut payer la semence, on peut payer les emprunts, on peut faire des transferts d'argent à la famille, on peut payer des factures, on peut acheter des choses. Donc aujourd'hui, ce développement en fait du wallet, du porte-monnaie électronique, c'est incroyable. Ça permet d'aller jusqu'au bout du monde et ça règle certains problèmes. Beaucoup de populations qui n'ont pas accès à des comptes bancaires dans la banque traditionnelle peuvent ainsi s'affranchir de ces contraintes-là. Alors, Charlotte Dibok, je disais, vous êtes ingénieur en e-business. J'aimerais bien qu'on vienne à la genèse de cela. Est-ce qu'à ce moment-là, déjà, en faisant ces formations, en étant diplômé, vous aviez déjà la vision de ce qui se passe aujourd'hui ou est-ce que ça a été au-delà de ce que vous aviez pu penser, si seulement vous l'aviez pensé? Est-ce que même c'est en lien avec ce dont nous parlons d'ailleurs? Alors, c'est vrai que lorsque je passe ce diplôme en 2001, voilà, donc avec l'ESG, première promotion, en tout cas en France, donc dédiée au e-business, c'était tout simplement de manière visionnaire, il faut le dire, mais plus par curiosité. Parce que c'est vrai qu'on parlait énormément de la bulle Internet, donc à l'époque, et j'aime bien comprendre les choses. Donc, ayant un diplôme commercial, donc à la base, j'ai voulu faire justement donc ce diplôme-là pour pouvoir donc faire du commercial, mais avec du digital. Mais j'étais très loin d'imaginer en réalité qu'aujourd'hui, le digital ferait partie de nos vies. C'est vrai que je me souviens que quand on avait ces cours, notamment e-commerce, e-marketing, etc., on avait des profs qui faisaient déjà en fait des prévisions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. On nous parlait justement de cette possibilité qu'aurait chaque individu d'avoir son propre média. Et honnêtement, je n'y croyais pas. Mais là, en 2024, c'est une réalité. Voilà, bon, la preuve, c'est que ceux qui nous regardent ne nous regardent pas nécessairement de leur canapé, mais peut-être dans le téléphone qu'ils ont dans la main. Et comment faites-vous pour vous retrouver dans l'agriculture? Alors, je suis en poste, donc je suis un éditeur de logiciels, pour ne pas le citer, enfin, citons-le quand même, Microsoft, voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours eu cette âme d'entrepreneur. Et donc, très intéressée par comment gagner de l'argent, comment devenir riche, etc. J'avais un collègue qui faisait en fait de nombreux allers-retours entre le Cameroun, mon pays d'origine, et la France. Donc, un Français, un Breton. Et donc, un jour comme ça, au détour d'un déjeuner, je vais lui poser la question de savoir comment il fait pour faire autant d'allers-retours, etc. Il me dit, écoute, moi, je ne vis pas de mon salaire. Je ne vis pas de mon salaire. Moi, je m'enrichis grâce à l'agriculture.
Et là, je tombe des nues. Je lui dis, mais arrête de raconter n'importe quoi. Que personne ne tombe. Voilà. Donc, Restez bien attachés à vos chaises. Nous, on a justement été élevés donc avec une autre vision. Donc, j'entendais souvent mes parents dire, écoute, si tu réussis pas, tu vas te retrouver donc à faire des chants comme tes grands-parents. Donc, c'est un petit peu, en fait, ce qu'on a comme image, ce qu'on donne comme image, justement, donc, à notre jeunesse en Afrique. Voilà. Il faut absolument œuvrer pour la revalorisation du secteur agricole et agroalimentaire auprès de notre jeunesse. Parce que c'est véritablement une épine qu'on a, justement, encore aujourd'hui au niveau du continent. Donc, je reviens à mon histoire. Et là, toute curieuse, je me dis, OK, on va peut-être s'intéresser à ça. Mais je lui dis quand même que je n'y crois pas. Et donc, je commence à aller au Cameroun, je vais en zone rurale, je regarde tout ça, je commence à faire des études véritablement donc, sur Internet et je découvre en fait que oui, effectivement, donc, le potentiel agricole est exponentiel en Afrique, mais en même temps, on consomme plutôt ce qui vient de l'extérieur. On revient dessus tout à l'heure, si vous êtes d'accord. Lady vous écoute @gmail.com. Alors, vous avez du verre sur les doigts, vous aimez l'agriculture, vous n'aimiez pas nécessairement l'agriculture, vous avez dû vous retourner vers l'agriculture, vous avez bien fait, car vous l'avez entendu, c'est de l'or, même si c'est vert, et cela peut permettre de sauver la mise. Est-ce que le regard que vous portez sur les populations en Afrique, ça et là, lorsque vous y allez, avez-vous le sentiment que les populations se sont appropriées l'idée qu'au travers de l'agriculture, il y a une véritable émergence à la clé, ou alors c'est par défaut et c'est ce qui reste quand on ne peut pas faire autrement? Depuis le Covid, depuis 5-6 ans, avant un petit peu le Covid, depuis le Covid, il y a plusieurs éléments qui sont déterminants. Le premier, c'est que je pense que l'élite un petit peu qui s'occupe ou qui serait intéressée par l'agriculture, en particulier des gens de la diaspora, prennent conscience que vous êtes dans une richesse incroyable du fait des surfaces qui sont disponibles. Quand on se promène en Afrique, on a des milliers d'hectares qui n'ont jamais été exploités, dans lesquels, si vous prenez une bêche ou si vous prenez un outil ou une houe, vous arrivez à avoir 1 mètre, 1,50 m d'humus qui n'existe nulle part. Ce sont des terres qui n'ont jamais été exploitées. Bon, ça, c'est une richesse fabuleuse. Et puis ensuite, il y a deuxième chose qui est très intéressante, c'est qu'il y a en Afrique un climat qui, sauf le pays du Sahel, dans les autres pays où tout pousse, où il y a plusieurs cultures par an, donc là aussi une deuxième richesse. Une troisième richesse très intéressante, c'est qu'il y a une prise de conscience qu'on ne peut pas continuer à tout importer. Je me promène souvent, moi, dans les grandes surfaces. Je me souviens d'une dernière visite dans le carrefour de Yaoundé, où je suis allé voir le directeur et je lui ai dit « Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on mette en place avec les coopératives ou avec des groupements de paysans sur place ?» Il me répond « Écoutez, moi, je suis écœuré, je suis obligé de continuer à importer des bateaux ou des avions tous les jours de notre centrale d'achat de Carrefour de Paris. » Mais je dis, mais attendez, vous n'arrivez pas à fabriquer des tomates sur place, des confitures sur place, je ne sais pas, des choses comme ça. Monsieur Cadet, voilà, et puis il me cite de quantité d'exemples de petites structures avec qui ils avaient commencé à travailler. Et qui se sont essoufflés. Et qui se sont essoufflés, manque d'encadrement, peu fiable, puis surtout pas de continuité. Beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Alors, M. Pierre Cadet nous parlait d'un magasin qui se trouve à un endroit qui est rond, donc c'est pour ça que ça s'appelle un carrefour, ni plus ni moins. Voilà. Et nous allons parler, Madame Fall, de ce qui vient de nous être dit. Je vous avais posé la question tout à l'heure et vous avez dit le petit agriculteur, je vous attendais patiemment. Et cet agriculteur, disiez-vous, et j'attendais patiemment que vous nous disiez l'agricultrice, parce que, alors, c'est vrai. Dites-nous tout. Est-ce que les femmes, pour ne pas parler d'elles, sont là dans une brèche qui pourrait leur permettre d'avoir cette autonomie financière pour pouvoir être un complément, venir en complément de revenus dans les familles, dans les foyers et donc dans chaque nation? Tout à fait. Les femmes sont là, les femmes sont présentes, surtout dans le maraîchage, les cultures maraîchères. Elles sont très présentes dans ce secteur-là. Le problème, je ne sais pas si c'est le cas dans le Cameroun, dans d'autres pays, mais au Sénégal, les femmes ne sont pas propriétaires de la terre. Donc, elles travaillent pour quelqu'un.
Ou elles travaillent pour le mari, il y a la polygamie, il y a pas mal de choses qui entrent en compte. Et je pense que ce qui devrait, à mon avis, être fait par nos autorités, c'est quand même de permettre aux femmes d'être propriétaires d'un lopin de terre qu'elles exploiteraient et qui leur permettrait en fait de se développer, de soutenir leurs enfants. Parce que le Sénégal, c'est assez particulier avec la polygamie. Il y a souvent, les maris ont un problème de ressources pour élever beaucoup d'enfants. Donc souvent, les femmes dans le milieu rural ont les enfants à leur charge. Donc, ce serait important, je pense, de leur donner accès, parce qu'elles sont dans l'agriculture. Elles sont dans l'agriculture, mais à mon avis, c'est un frein de ne pas être détentrice des terres. Est-ce que ça change quelque chose que d'avoir donc le digital, quand bien même on n'est pas encore détentrice de la terre que l'on cultive? Est-ce que ça améliore quand même la productivité et tout ce qui s'ensuit? Oui, ça améliore parce qu'elles ont accès à de l'information. Quel est le meilleur engrais? À quelle période il faudrait faire la semence? Elles peuvent avoir accès à des informations météorologiques. Elles peuvent avoir accès à des marchés en disant, il y a une mise en relation avec plusieurs fournisseurs, donc qui leur permettent d'avoir tout de suite, en fait, qu'ils leur achètent au départ la semence. Elles ont accès aussi à des financements, ce qui leur permet aussi de développer leur agriculture et aussi d'avoir une épargne, de disposer d'une micro-assurance, parce que en adhérant aux institutions financières, elles peuvent avoir accès à des services financiers qu'elles n'auraient pas si elles n'avaient pas de travail. Donc, à travers le digital, elles ont accès à tous ces services sans avoir à se déplacer et tout en continuant à travailler dans leur champ. De l'assiette, du champ à l'assiette et de l'assiette au porte-monnaie, je ne sais dans quel sens, nous parlons de sécurité alimentaire, Charlotte. Alors, de l'agriculture, il y en a des personnes dans ce domaine-là, il y en a beaucoup, notamment dans la paysannerie. Qu'est-ce qui se passe pour que cette prospérité possible ne soit toujours pas d'actualité pour tous les cultivateurs, toutes les cultivatrices, agriculteurs compris, quel que soit le nom qu'on leur donne? Pourquoi ça coince? Alors, il faut véritablement insister sur le fait que les difficultés sont structurelles. On est, il faut le dire, face à plusieurs années, je dirais même des décennies de politique agricole inadaptée et inefficace. La première difficulté structurelle que qui me vient à l'esprit, c'est celle du manque de l'information. Donc, j'insiste là-dessus parce que si je prends mon cas, et c'est le cas de plusieurs d'entre nous, quand on dit agriculture, on voit tout de suite, on fait le volet production. Or, en réalité, il s'agit de toute une chaîne de valeur. Il s'agit de développer, en fait... Et chacun ne voit qu'à son maillon de chaîne. Voilà, et notamment ceux qui sont dans le sol. Aujourd'hui, c'est toute une industrie, c'est un écosystème. Vous avez la production, certes, mais vous avez aussi la transformation des produits. Vous avez leur commercialisation. Mais pardonnez-moi de vous interrompre pour aller dans votre sens. Est-ce que tout ce qui suit la production ne peut suivre la production que si production il y a? Ne faut-il pas rester déjà sur la production et trouver quels sont les moyens de faire en sorte qu'elle soit effective pour que, ma foi, tout cela se répercute sur la chaîne de valeur? Justement, la production a toujours été là. On a toujours eu justement des sociétés africaines véritablement productrices de denrées alimentaires. Dans de nombreux pays, on a même eu de nombreuses périodes d'autosuffisance alimentaire. Là où le bas blesse, c'est tout simplement au niveau en fait de la non-structuration des chaînes de valeur. Tout le défi en fait repose à ce niveau-là. Avant les fameux plans d'ajustement structurel qui ont été imposés par le FMI, vous aviez des structures étatiques qui s'occupaient justement de l'encadrement de nos petits producteurs, de notre paysannerie. Mais avec ces accords-là, tout a été cassé. Du jour au lendemain, on a justement une paysannerie qui s'est retrouvée en fait abandonnée à elle-même. Très seule, oui. Voilà. Alors, vous allez réagir dessus, Pierre Cadet, mais l'une des questions que nous nous posons, et c'est pourquoi nous avons suscité cette émission, comment fait-on pour ne pas planter dans un pot une graine d'arachide ou des pépins de tomates et avoir de la tomate chez soi, plutôt que d'aller sur les marchés acheter une purée de couleur orange faite de colorants que l'on consomme, qui après peut créer des problèmes de santé? Pourquoi est-ce qu'on n'a plus ce réflexe de mettre en terre un petit quelque chose de soi-même, des herbes aromatiques qui coûtent très cher sur le marché? Pourquoi?
Moi, je pense que le problème, il n'est pas là. Je pense qu'aujourd'hui, comme disait Charlotte, je peux vous appeler par votre prénom, nous sommes en Afrique devant une situation qui est très, très caractéristique. Grande richesse donc agricole, grande richesse de sol, grande richesse de climat, comme je disais tout à l'heure, mais ça ne suffit pas. Il manque quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire qu'il manque de créer de la valeur ajoutée à un produit de base qui est la semence ou qui est le plant. Donc partons de la semence et du plant. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que font les paysans africains ou même d'ailleurs en Europe, c'est pareil. Hein. La plupart des paysans ou des exploitants agricoles, ils sèment et ils vendent leurs graines ou ils vendent leurs semences à un marché local ou à un distributeur ou à un grossiste. Mais la marge qu'il a, le revenu qu'il a sur cette opération-là est un revenu qui se traduit par quelques cents, c'est-à-dire par quelques francs ou très peu d'argent. Voilà. Par rapport à ce qui se passe, que s'il pouvait continuer à transformer sa semence ou à transformer son plant en un produit fini, donc arrivant jusqu'à l'assiette, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à côté de lui, de sa production, il faut qu'il y ait des outils, des petits ateliers, des petites usines qui, à côté, dans les villages qui sont là, transforment ça en un produit semi-fini, puis ensuite peut-être en un produit fini. Derrière, qu'il y ait une structure, ça va être la coopérative, qui va transformer tout ça et le commercialiser. Et à ce moment-là, la marge, elle va être de 400%. Elle va être de 500%. Monsieur Pierre Cadet. Voilà, et donc on a un revenu. Et là, ça devient Monsieur rentable. Pierre Cadet, c'est tout à fait exact ce que vous avez décrit, mais pourquoi ne peut-on pas, madame, monsieur, mettre en pot quelques pépins de tomates pour avoir de la tomate qui pousse sous son nez sans avoir besoin d'aller l'acheter en magasin ou acheter des succédanés de tomates? Pourquoi? Parce que l'agriculture en tant que telle demande un coup de main. Ça ne se fait pas comme ça. Alors, il y a tout ce qui est petites plantes, tout ce qui est petites... C'est bien de ça qu'il s'agit. Là, chacun dans son pot, sur sa fenêtre, voilà. Même pas ceux qui ont un mais petit vous bout de pouvez terre. le faire, moi je vous approvisionne. Pourquoi ne le font-ils pas? C'était ça la question. Ou alors le font-ils? Pourquoi ne le font-ils pas, Charlotte? Je pourrais dire clairement que, encore une fois, c'est une question, c'est un manque d'information, tout simplement. Est-ce qu'on leur a dit qu'ils pouvaient le faire? Est-ce qu'on leur a dit que l'agriculture urbaine aujourd'hui est une possibilité pour tous, aussi bien au niveau individuel que collectif? Parce que oui, là, vous parlez de l'agriculture urbaine. On a tous des petits terrains, en fait, dans les cours en Afrique. Et même dans les campagnes. Et même dans les campagnes. Et on pourrait tout le monde veut aller commencer... acheter à la ville des choses que l'on pourrait produire pour sa consommation personnelle. On n'est pas encore dans le commerce. Il faut sensibiliser parce que, vraiment juste un petit moment, il faut sensibiliser. Alors, souvenez-vous un petit peu, quand on était plus jeune, on était fiers, en fait, d'aller dans ces grands magasins occidentaux parce que, quelque part, c'est synonyme de « j'ai réussi ma vie ». Même pour les parents, quand vous allez dans des foyers en Afrique, sur la table, si vous avez, en fait, du camembert qui vient d'Europe, ça veut dire que vous avez réussi votre vie. Donc, faudrait-il peut-être, et je pense que c'est important, c'est nécessaire, véritablement œuvrer pour la valorisation des produits issus du terroir. Comme le disait tout à l'heure donc Monsieur Cadet, il faut absolument donc créer de la valeur à partir de l'existant pour amener justement les consommateurs à prendre conscience du fait que oui, sur place, nous avons la possibilité de pouvoir avoir, je sais pas, du chocolat camerounais ou alors pour aller en Côte d'Ivoire, de la noix de cajou ou encore au Sénégal, je sais pas, du moringa. Il y a énormément de choses à faire. Mais encore une fois, nous sommes dans des sociétés où on est quand même dans une autre logique, celle du fonctionnariat, voilà, celle de la culture de la cravate, etc. Donc, planter, oui, c'est ce qu'il faudrait faire. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de véritablement revenir à l'éducation dès la base. Dès la base, amener donc les enfants à vraiment s'intéresser à des jardins, amener monsieur tout le monde à avoir dans son jardin donc des petits pots comme vous le dites, c'est un début. Lady vous écoute @gmail.com. Vous l'aviez oublié désormais, madame, monsieur, petit garçon, petite fille, en prenant une graine,
on peut la mettre dans un pot avec un peu de terre, l'arroser et regarder ce qui se passe. Aussi vrai que vous nous regardez pour voir ce qui se passe ici. En quelques semaines, cette graine pourrait vous surprendre. Madame, vous n'aurez plus à aller acheter en magasin tout, absolument tout. En plus, en magasin, ça coûte cher. Et vous pourriez même vendre à celui qui n'a pas regardé Lady vous écoute. Nous allons partir sur le digital. Dans un autre domaine, nous avons une courte vidéo d'une expérience, pas une expérience, d'une activité que vous avez menée, Scale Whatever. De quoi s'agit-il? Scale to Save. Oui. Scale to Save, c'est un programme qui a été financé par Mastercard, la fondation Mastercard, pour la mobilisation de la petite épargne. Donc, Oui. la petite épargne, c'est s'adresser à des populations démunies pour les amener, pour leur faire comprendre que c'est en épargnant qu'elles pourront se développer. Parce qu'en épargnant, elles pourront avoir accès à des petits financements, donc développer leur activité génératrice de revenus, et comme ça, donc, elles pourront prospérer. Donc, on a eu une initiative au Maroc pour digitaliser en fait tous les fonds qui sont distribués aux familles démunies, donc les bourses scolaires. Et aussi, on en a profité pour créer un écosystème, c'est-à-dire en fait, du bénéficiaire de la bourse qui paierait en fait à travers le téléphone ses courses au marché, donc il paierait ses courses. Et derrière, il pourrait aussi avoir des financements pour développer son activité. On regarde ce petit extrait. À tout de suite. Il faut qu'on doit encourager les gens, c'est pour deux choses. Faciliter les transactions pour les gens et surtout les commerçants et les gens à faible revenu. Deux, c'est encourager les gens et encourager les gens à utiliser ce qu'on appelle la banque à distance et limiter la circulation des billets, ce qu'on appelle le développement de la banque digitale et les transactions électroniques. Et c'est très important, c'est la mobilisation de l'épargne et l'augmentation du taux de bancarisation au niveau national. C'est stratégique pour ABB, pour le pays. C'est un petit extrait donc des initiatives que vous menez, ceci pour donner un exemple, pour citer ceci à titre d'exemple de combien le digital, le numérique peuvent servir de levier afin qu'on ne reste pas forcément dans la manière de faire comme avant et que cela serve de raccourci. Alors, je vous ai tous tenu tête là pendant quelques secondes sur l'histoire de pourquoi ne peut-on pas, question de bon sens me semblait-il, pouvoir planter 2-3 choses avant que de penser à tout ce qui est à l'échelle macro-agricole et tout ce qui s'ensuit. Parce que finalement, quand on parle d'agriculture et de prospérité, on veut donc parler de développement local. Mais de quel développement local peut-on parler si on ne peut déjà pas parler du développement des êtres humains dont le bon sens voudrait qu'ils soient en bonne santé, qu'ils aient mangé et puis après qu'ils puissent se déployer dans ceci ou dans cela. Voilà, je laisse le sujet ainsi. Je reviens vers vous, Charlotte. Alors, vous avez parlé de la chaîne de valeur et de la question structurelle. Mais la réalité n'est-elle pas que le paysan, l'agricultrice sont à des années-lumière de tout ce qui se passe dans le gouvernement ou auprès des décideurs et tout ce qui n'est pas eux, ils ont leur quotidien et c'est déjà bien assez pour eux. Justement, il faut absolument revaloriser effectivement donc, le rôle de l'agriculteur, de l'agricultrice. J'aime bien parler d'entrepreneurs agricoles et il faut également donc, prendre en compte le fait qu'ils ont déjà leur expertise, qui est donc cette expertise en matière de production. Ce sont des acteurs clés notamment par rapport à la donne relative au changement climatique. Monsieur Cadet parlait également de la problématique des semences qui sont capitales. Là également, un savoir-faire donc du Nord à transmettre justement au niveau du Sud avec ces petits producteurs. Mais quand on parle d'agriculture aujourd'hui, ils ne sont pas les seuls concernés. Il faut absolument que nous puissions prendre la mesure des enjeux. Il s'agit de nourrir 9 milliards d'individus à l'horizon 2050 au niveau mondial. Et l'Afrique est le continent agricole par excellence. Nous avons plus de 60% de terres arables. Donc sur le continent, largement inexploité, on a le potentiel humain avec cette croissance démographique donc, dont je parle, plus de 70% de la population africaine est jeune, voilà, donc, et pourrait représenter véritablement une solution structurelle, non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le reste du monde. Donc, qu'est-ce qui cloche? Encore une fois, je crois que c'est la 3e ou la 4e fois que je le dis, c'est l'information. Le président de la BAD, donc M. Adesina, a parlé
plusieurs fois dans ses discours de cette possibilité qu'ont les Africains aujourd'hui de tous devenir millionnaires et milliardaires grâce à l'agriculture. Mais quand il parle de ça, encore une fois, il ne s'agit pas que de la production. Il faut construire les chaînes de valeur. Il nous faut des structures dédiées à la transformation des produits agricoles, donc un peu partout en Afrique. On a besoin également donc d'avoir... On a ici 3 femmes, donc des femmes dédiées à la finance agricole. Ma consoeur est l'exemple justement donc, de cette réalité-là. Donc c'est possible. On a besoin d'avoir donc à la fois des chercheurs, mais aussi des acteurs dédiés à l'agritech, qui aujourd'hui est un instrument incontournable pour changer la donne. Parlons-en de l'agritech alors. L'agritech aujourd'hui, en fait, c'est tout simplement donc l'application de la révolution numérique au secteur agricole et agroalimentaire. Et concrètement, pour ceux qui nous écoutent. Concrètement, comment ça change les choses? Oui. Je vous parlais de l'urgence même et de la nécessité d'informer les masses en matière agricole. En utilisant... Une petite question sur ce Oui. point justement. Pensez-vous que ce que nous faisons là apporte Bien à sûr. cette masse l'information Mais dont elle a tout besoin? à fait, vous êtes une chaîne digitale. Voilà, donc le digital est au cœur justement de votre stratégie. Donc votre émission, pour être regardée de partout en zone urbaine comme en zone rurale, et bien entendu, suscitera de nombreuses vocations. Donc pour l'émergence de ces chaînes de valeur agricole dont on parle. Alors, Donc, allons-y de manière, on va le dire, pédagogique en toute humilité. Ceux qui nous regardent, que doivent-ils comprendre et qu'ils puissent faire, eux, à leur niveau? Parce que personne n'a l'emprise sur les États, doivent- je le disais tout à l'heure. Voilà. Que peut faire chacun qui nous regarde, qui nous écoute? Alors, de manière très claire, j'ai tendance à dire à chaque fois, il suffit d'identifier en fait ses compétences, ses dons et ses talents et les mettre au service de l'agriculture africaine. Et je vais prendre mon cas. Quand j'entends parler d'agriculture, donc la première fois chez Microsoft, je me dis forcément c'est la production. Je vais au Cameroun, j'achète des terres et forcément ça a été un échec colossal parce que je ne m'y connaissais pas en matière de production. Et même en matière de foncier. L'achat du foncier, c'est tout un art dans nos pays. Donc ça a été un échec. Ensuite, je me suis posé la question de savoir, mais comment est-ce que je pourrais faire pour justement donc, gagner de l'argent à travers justement cette agriculture. Et bien aujourd'hui, je commercialise des produits. Je commercialise de nombreuses essences uniquement via Internet, via diverses plateformes. Et ça, ça a un lien complet en fait avec mon diplôme en matière d'e-business. J'informe également donc à travers des conférences sur l'immense potentiel de ce secteur en matière de création de richesses. Nous parlons là d'un secteur qui est estimé par la Banque mondiale à plus de 1000 milliards de dollars à l'horizon 2030, c'est-à-dire dans moins de 10 ans. Voilà, donc il y a de la place pour tout le monde. Posez-vous la question de savoir quelles sont vos compétences. Madame Lady Ngomang, EPC, est spécialisée et elle est brillante en matière de communication. Elle pourrait faire de la communication donc agricole. Vous nous avez parlé de l'agriculture urbaine. Encore une fois, on a là un véritable vivier pour changer les choses en ce qui concerne même la question de la sécurité alimentaire en Afrique. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je suis financier, je peux créer une structure dédiée au financement du secteur agricole et agroalimentaire. Je suis spécialiste du marketing, je peux faire pareil. Et pareil pour la logistique, pareil pour la formation. C'est capital. Je suis dans la paysannerie, je peux... Je suis dans la paysannerie, je me concentre justement donc sur ce que je sais faire. J'ai un rôle clé, on parle énormément aujourd'hui du changement climatique. Et les acteurs clés dans ce domaine-là, c'est quand même nos petits producteurs. C'est eux qui subissent les effets du changement climatique. Et ils sont aux premières loges en matière justement donc d'adaptabilité, etc. Donc il faut les financer et il faut les former, il faut les écouter. Donc, il y a énormément de choses à faire. Et il faut faire de la maintenance. Et il faut faire de la maintenance. Et tout ça est possible grâce au digital. Alors, Monsieur Pierre Cadet, je me retourne vers vous parce que quand on parle de financement, Madame disait que le Nord va féconder le Sud. Je me suis entendue intérieurement dire encore. Oui, et donc les finances jusque-là venaient beaucoup du Nord. Est-ce que cela va continuer ? Comment est-ce que ça va se passer pour qu'on en arrive enfin à cette sécurité alimentaire, enfin à ce que chacun puisse prospérer, puisque la richesse, c'est vous qui l'avez dit, si je ne me trompe pas, se trouve en Afrique au travers de l'agriculture. Comment et surtout quand? Parce que 2030, c'est en 2030, mais d'ici là. D'ici là, on peut faire les choses tout de suite. Voilà. Le
Le grand drame aujourd'hui de l'agriculture en Afrique, ça a été que l'agriculture bénéficie de 2 grandes sources de financement. La première, ce sont des dons qui ont inondé l'Afrique avec des milliards, essentiellement par des ONG. Merci aux ONG s'il y en a qui nous écoutent. Mais ce sont des actions qui sont, que j'intitule, moi, des saupoudrages. C'est-à-dire, on fait un petit puits quelque part, on fait un petit dispensaire quelque part, vous revenez 2 ans après, ça n'existe plus, il n'y a pas eu de maintenance, il n'y a pas eu de formation, tout s'arrête. Voilà. C'est une agriculture ou c'est une aide à l'agriculture que moi j'estime totalement périmée. Et arrêtons de continuer comme ça, arrêtons de donner comme ça, sans qu'il y ait une organisation pas derrière. Deuxième grande source de financement, ça a été nos bailleurs internationaux, qui sont la BAD que vous avez cité plusieurs fois, ou d'autres organismes de ce type-là. Eux, aujourd'hui, j'étais en conférence avec plusieurs d'entre eux dans un grand forum il y a quelques jours à Paris, et ils nous ont redit, on va aider, on aide l'agriculture. Comment ils aident l'agriculture? Je vais être un petit peu dur, hein. Ils aident l'agriculture toujours de la même manière, c'est-à-dire je dispose de 100 millions, de 600 millions, je le confie à l'agriculture, pour l'agriculture dans tel pays, et puis après je ne sais pas trop comment ça se passe. Ça s'en va en dispersion diverse, ça se saupoudre, on donne 20 000 euros à une coopérative, etc., etc. Et puis après, ils se retirent et puis c'est fini. Et puis on a dépensé l'argent, etc. Et on s'aperçoit que quand on fait ces grands plans agricoles, quelques années plus tard, il n'y a rien qui s'est passé dans l'agriculture. Donc nous, on s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas, avec toute une équipe africaine et française en particulier, et un peu européenne, on ne peut pas repenser d'une autre manière de fonctionner en termes de financement. Et alors le financement, on s'est dit, pour financer, il y a une chose qui pourrait se faire. Est-ce qu'on pourrait considérer la région, une région déterminée, qu'elle se prenne en charge, comme vient de dire Charlotte, qu'elle se prenne en charge comment? En disant, je vais mobiliser toutes mes forces vives, je vais m'organiser en une structure ou 2 structures. Alors, dans le cas présent, nous, notre expérience, c'est 2 structures que beaucoup d'entre nous qui regardent, vous connaissez, une coopérative, mais une vraie coopérative, et à côté, une société commerciale qui va commercialiser. Cette coopérative va faire quoi? Elle va dire, je vais chercher de l'argent, mais simplement de l'argent pour faire ce que nous appelons des investissements, c'est-à-dire pour construire des petites usines de transformation, pour équiper les exploitants agricoles, etc. Mais ça, c'est simplement du capital. Je ne vais pas continuer à chercher des subventions ou des dons. Et je vais avoir une coopérative qui va être une coopérative qui va penser comme une entreprise en disant, je vais démarrer, je vais produire, je vais gagner de l'argent et je ne demanderai plus, et je ne continuerai plus à être assisté. Voilà. Donc ça existe et ça fonctionne. Donc pour résumer, on crée une structure locale dans une région, donc il peut y en avoir plusieurs dans une région, et cette structure va transformer sur place avec des petits ateliers, des petites usines, va commercialiser localement, sans aller faire de l'export ni de l'import pour ne pas dépendre de grands courants internationaux ou de prix internationaux, va aller chercher de voir si dans la commune d'à côté, si dans le bourg d'à côté ou si dans la capitale, quels sont ses besoins, et on va fabriquer 4, 5, 6 filières dans la région où j'habite. On va fabriquer ça en mobilisant les hommes et les femmes et les jeunes. On pourra reprendre dans quelques instants comment nous avons mobilisé les femmes et comment nous avons mobilisé les hommes. Et ensemble, on crée une structure qui va se comporter un peu comme une entreprise. Alors, nous allons, si vous le voulez bien, partir en voyage. Allons-y. Petite respiration dans Lady vous écoute, retour en arrière quelques années, mais vous nous direz si c'est encore d'actualité. Nous partons sur l'île de la Grande Comore, rencontrer justement les agricultrices. On regarde ceci ensemble. À tout de suite. Bonjour,
Ngazidja, l'île de la Grande Comore, n'est donc pas faite que de ses plages et de lagons bleus vus d'avion. L'archipel en son sein regorge non seulement de plages touristiques, mais aussi de niches dont la terre noire volcanique est fertile. Le Mtsidanou, masque de beauté protégeant le visage des affres du soleil, n'est pas que pure coquetterie. Ici, aux Comores, il peut être bien utile encore pour d'aucunes travaillant dans les champs comme Bawa Amadi et ses consoeurs de l'Association des femmes agricultrices. Elles habitent et cultivent leurs lopins de terre sur les hauteurs de l'Iboani. Pour revenu principal, des cultures maraîchères dont la pénibilité des tâches est d'un autre temps. C'est difficile, très difficile. Oui, parce qu'il y a la colline, ça monte. C'est difficile. Avec peu ou pas d'outils, elles s'activent à leurs tâches d'épouses et mères qui se superposent tant bien que mal avec les nécessités agricoles. Fait encore du travail à la maison, mais il y a d'autres qui n'ont pas des enfants. Oui. Il y a d'autres qui ont des enfants pour aider et l'autre qui n'a pas des enfants. Il faut faire obligatoirement de faire le travail à la maison. La distance est longue du trajet depuis leur lieu d'habitation à celui de leur champ. Et ce n'est pas tout que de cultiver. Il faut arroser. La corvée d'eau vient compliquer la tâche, car malgré l'existence d'une citerne communale, la proximité n'est pas au rendez-vous. Non, il n'y a pas de l'eau. Comment vous faites? On porte de l'eau sur la tête Oui. avec du seau. On souffle. On fait comme ça jusqu'à ici. C'est ainsi qu'il faut parcourir la distance de 2 à 3 km de pentes escarpées parfois. Nous habitons à Liban, Oui. mais pour venir ici, vous marchez? oui, à pied. On Oui. marche à pied. C'est combien de kilomètres? Non, je ne sais pas. À quelle heure vous partez de la maison pour arriver ici? Si on part à la maison jusqu'à ici, 7 heures, on marche ici à combien? À 8 heures. Rien de ceci pour altérer la bonne humeur de ces dames. Amadi nous fait ici, non sans malice, la démonstration de sa grâce et de son port À altier. côté. Les débouchés de cette activité maraîchère, c'est au marché de Moroni, la capitale de l'île, qu'elles peuvent écouler leurs récoltes pour acheter les produits de première nécessité. Et les hommes dans tout cela? À Liboani, ils mettent la main à la pâte. Il faut rappeler que la société comorienne a pour particularité la matrifocalité. La maison est construite et appartient à la femme, et c'est l'homme qui l'y rejoint au moment des noces et qui doit en quitter les lieux si rien ne va plus. Heureuse ou résignée? Faut-il leur poser la question ou s'en faire une raison? Si vous étiez très riche, vous seriez toujours ici? Si vous avez beaucoup d'argent, vous allez rester ici? Non, 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 non. Vous allez où? Ah, ah. Où? Vous allez où? Nous allons en France comme toi. En France comme moi? Oui. Mais en France aussi, le kilo de tomates est très cher. Vous avez envie d'aller vivre à Moroni? Ou vous préférez rester ici? Qu'est-ce qui est bien pour vous? Bien pour vous, on reste ici parce que ici chez nous. Oui. Ouais. Vous ne payez pas le loyer? Mhm. La maison vous appartient? Ouais. D'accord. Vous avez déjà fait le grand mariage? Non, pas encore. C'est quand? On souhaite même l'an 2006. Inch'Allah. L'an 2016 au plus tard. Oui, 2016. Leur quotidien champêtre n'aura pas eu raison de leur vie, ni de leurs perspectives. Et elles nous laissent livrer à nos propres questionnements. Petit voyage à Moroni, des réactions sur la réalité de terrain, c'était il y a quelques années, et rien ne nous dit que les choses ont beaucoup changé, là comme ailleurs. Est-ce que ce qui s'est dit sur ce plateau peut d'une manière ou d'une autre vraiment amener à ce que si nous retournions à Moroni, trouverions-nous une toute autre situation, chacun avec un téléphone, avec son digital qui a permis d'améliorer sa réalité?
Je pense qu'on a là justement l'illustration des conditions que connaissent aujourd'hui la ruralité de manière générale, mais surtout les femmes rurales en particulier. Alors, dans un continent où elles assurent carrément plus de 70% de la production du continent, il est déplorable donc d'assister à ça sans rien faire. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de valoriser justement ces femmes-là en leur permettant d'avoir accès à la terre. Ça, c'est le nerf de la guerre, comme le disait ma consoeur. Donc, travailler pour un accès justement à la terre. Et ça passe justement par la sensibilisation, il faut le dire, donc des diverses instances coutumières. Donc, voilà. Qu'est-ce qui peut faire que les traditions, les rites et toutes sortes de choses puissent changer? Parce que le dialogue peut-il permettre de changer la donne? Est-ce que ça bouge au Sénégal? Ça commence à bouger. Ça commence à bouger et on remarque que, comme vous disiez tout à l'heure, pourquoi à notre niveau déjà, on ne fait pas nos petites épices, on ne plante pas nos herbes et tout ça. Ça se fait de plus en plus. Mais ce qu'on remarque, c'est que ceux qui le font, ce sont des gens, des jeunes qui ont fait leurs études à l'étranger, qui rentrent. Donc, comme elle disait, il y a un problème de sensibilisation et de formation. Parce que si vous prenez le jeune qui n'est jamais sorti de Dakar, qui est au chômage, il préférera vendre des petites choses au bord de la route à Dakar plutôt que d'aller au champ. Parce qu'on a encore cette idée que, comme vous disiez tout à l'heure, que l'agriculture, être agriculteur, c'est celui qui n'a pas réussi sa vie, alors il ne reste que la terre. Mais le fait que justement ces jeunes couples qui rentrent de la diaspora commencent à s'installer, en fait, ils travaillent, ils ouvrent leur propre, sont des entrepreneurs. Tout à fait. Voilà. Ils ont cet esprit entrepreneurial et le week-end, ils vont dans leur champ. Et ils emploient, donc ils commencent à générer des emplois, à sensibiliser donc les jeunes qui ont été employés par eux. Quand les voisins voient que les conditions de ces jeunes commencent à changer, donc il y a des choses qui se font, mais il y a besoin de le faire à plus grande échelle. Et là, je pense que ce sont les États qui doivent prendre en charge cette problématique. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur le nom de ce que vous venez de dire. Je ne pense pas que ce soit les États. Ils peuvent se prendre en charge. Une émission comme on vient de voir ici, c'est catastrophique. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'Afrique profonde. Ce qu'on vient de voir, je l'ai vécu encore il y a quelques mois en Afrique. Non, je pense qu'aujourd'hui, pour s'en sortir, le monde paysan doit s'organiser en différentes structures et ces structures les conduire comme, je viens de le dire tout à l'heure, comme une véritable entreprise pour avoir de la marge. Là, vendre ces produits simplement au marché local, vous n'arrivez pas à payer vos frais, vous n'arrivez pas à payer de l'éducation, vous n'arrivez à rien faire. Par contre, si vous dites, on va garder cette production, on ne va pas la vendre, dans un premier temps, on ne va pas la vendre dans le marché local. On va la transformer sur place, on va lui donner une valeur ajoutée et on va vendre le produit fini. C'est-à-dire on va vendre de la farine, on va vendre de l'huile, on va vendre de la bière, car on peut aujourd'hui fabriquer de la bière avec du sorgho, etc. Mais à condition qu'il y ait une transformation. Voilà. Mais Pierre Cadet, est-ce que chaque individu, chaque foyer a-t-il vocation à commercialiser? Parce qu'il faut bien déjà survenir à ses besoins. Surtout pas. Et puis après faire le choix ou pas de commercialiser. Vous avez parfaitement raison. C'est pour ça que ça ne peut pas être des initiatives totalement individuelles. Ça ne peut pas être, une personne ne peut pas commercialiser, ne peut pas transformer. Il n'y a qu'une seule solution, c'est de dire je me mets en groupe. Avec ce groupe, je crée une structure et nous proposons, parce que ça marche et que c'est très connu en Afrique, des coopératives qui vont dire je vais me regrouper et je vais faire toute la filière. Comme disait tout à l'heure Charlotte, je vais faire une véritable valeur ajoutée en partant du produit jusqu'à la fin. Et là, je vais gagner de l'argent. Avec cet argent-là, je vais pouvoir me payer un développement, mais à deux conditions. Pour réussir, il faut mettre absolument dans le coup la femme et absolument dans le coup le jeune. Nous, dans nos organisations que nous faisons, on crée des groupements comme ça de paysans. On part presque toujours en allant voir les vieux dans les villages, en allant voir les sages dans les villages, en allant voir les rois, en leur disant « Est-ce que vous pouvez me faire revenir aux jeunes qui sont déjà partis ?» En 5 ans, la plupart des jeunes de 17 ans, 20 ans,
que vous voudriez garder sont partis dans les bidonvilles. On leur dit, faites-les revenir. Et on va leur demander d'être de véritables petits exploitants agricoles. On va leur donner 6 hectares. 1 hectare pour faire du maraîchage et faire de la production locale pour se nourrir et même pour vendre localement. Et les 5 autres hectares, vous allez les mettre ensemble sur des centaines d'hectares, voire des milliers d'hectares, puisque presque toujours, pour développer une région, il faut parler de 8 000, 10 000 hectares, et non pas du tout de 50 hectares, parce qu'on ne peut pas faire de production avec une petite usine si vous n'avez qu'un hectare ou 2 hectares d'approvisionnement. Il faut des quantités. Voilà. Et donc à ce moment-là, on leur dit aux jeunes, reviens, tu vas te marier avec les filles, parce que les femmes aujourd'hui, les filles de 18 ans, elles sont toutes parties, où elles partent les unes après les autres. En 5 ans, je viens de voir une différence colossale des villages que je connaissais, que je suis depuis 7-8 ans. En 5 ans, les garçons et les filles sont toutes parties. Pour les faire revenir, il n'y a qu'une seule solution. Tu vas redevenir un véritable entrepreneur en devenant un petit exploitant agricole. Je vais te donner ces 6 hectares. Tu vas te marier sur place. Et la femme, tu vas faire plein de choses. La femme, on va la transformer. Il faut que tu deviennes la femme du village du bien-être, on appelle ça. C'est-à-dire, tu vas t'occuper non seulement de la comptabilité, de l'organisation, etc. Tu vas aider ton homme, bien sûr, à l'agriculture, mais tu vas t'occuper de tous les problèmes sociaux, humains, etc. C'est-à-dire tout ce qui touche développer une case pour l'accouchement, développer une petite Monsieur épicerie, Kadé, etc. je Voilà. voudrais, après cet exposé qui est le vôtre, je voudrais demander à nos téléspectateurs de nous écrire ladyvousécoute@gmail.com si vous êtes d'avis avec Pierre Cadet de ce projet sur vos contrées respectives où les femmes feraient ce qu'il décrit, les jeunes aussi. Et nous avons surtout à cœur de voir que les hommes dans tout cela ne soient absolument ni dépossédés de leur rôle, ni oubliés dans l'accompagnement, car les uns et les autres ont besoin d'être accompagnés. Nous arrivons au terme de cette émission. Je voudrais vous partager notre agenda et après on fera un tour de table pour finir. Alors à notre agenda, et nous vous y convions fortement, vous l'avez vu dans nos vidéos, Lady vous écoute, nous aimons bien aller sur le terrain pour voir les choses qui se passent. Et là, sur les dates de 18, 19 et 20 décembre, dans notre page agenda, nous pouvons le voir à l'affiche, nous avons donc cette rencontre Women's Link où vous êtes tous conviés à participer, Women's Link, avec des femmes de tous bords qui sont en train de se parler des sujets que vous avez abordés. Lady vous écoute sera sur le terrain pour pouvoir vous donner la parole et nous vous convions nombreux à venir assister à cela, à nous dire ce que vous pensez de ce qui s'est dit aujourd'hui par exemple. Donc vous notez bien et surtout partagez-le. Nous faisons un tour de table pour finir. Charlotte Liboc, Agnès Fall. Charlotte. Alors, je pense que je finirai par le rôle crucial également du secteur privé pour compléter en fait les propos de mon confrère Monsieur Cadet. Le secteur privé est déjà d'ailleurs cet acteur clé pour l'émergence du secteur agricole aux côtés de la paysannerie et pourrait vraiment jouer ce rôle d'intermédiation pour un réel changement des choses. Voilà, donc je terminerai par cette belle citation de alors, je ne sais pas. Donnez la citation. La citation, je l'ai donnée. Alors, l'agriculture est la mère de tous les arts. Lorsqu'elle prospère, tous les autres arts prospèrent. Et lorsqu'elle décline, tous les autres arts déclinent sur terre comme sur mer. C'est un philosophe grec qui s'appelle Xénophon. Voilà. Agnès Fall. Bon, moi, je dirais que, comme on l'a souligné ici, il est important de mettre ensemble un écosystème. Que les gens se parlent, que les gens communiquent et pour faciliter tout ça, le digital va vraiment aider. Le digital va aider, donc c'est un peu aujourd'hui la plaque tournante de toutes les autres disciplines pour leur donner ce levier, les catapulter dans une autre dimension, que ce soit l'agriculture, les projets. Venez souvent nous parler de la continuité de ce que vous faites. Merci à vous d'avoir été fidèles à nos programmes. Rendez-vous dans notre programme prochain et d'ici là, portez-vous bien. Lady continue à vous écouter depuis 2008. Au revoir. Thank you.